À 8h14, un mardi matin, le détroit d'Ormuz ressemblait à la surface de l'enfer. 17 colonnes de fumée noire s'élevaient de 17 incendies distincts. Du carburant en feu se répandait sur l'eau en nappes orangées que le vent poussait vers le sud, en direction des côtes omanaises. Des débris jonchaient 2000 nautiques du couloir maritime le plus stratégique de la planète. Fibres de verre, aluminium, pièces de moteur, restes de ce qui avait été des embarcations et n'étaient plus désormais que des fragments épars, coulant lentement par 60 mètres de fond. Le USS Gerald Ford se trouvait à 8000 nautiques au sud de tout cela. Son pont d'envol ne marquait aucune pause. Les avions décollaient, selon le calendrier prévu, l'équipage prenait son petit déjeuner et son commandant rédigeait un rapport d'engagement qui circulerait dans toutes les instances navales du monde avant midi. 9 minutes plus tôt, il y avait 20 embarcations. Le Gerald Ford transitait le détroit d'Ormuz à 7h58 lorsque le E-2D Hawkeye, en orbite à 7600 mètres au-dessus de la formation, détecta les premiers contacts émergeant du littoral iranien à proximité de l'île de Keshm. Pas un ou deux contacts. Pas une formation de patrouille. 20 bâtiments quittant simultanément une petite installation navale que le renseignement américain surveillait depuis 72 heures dans l'attente précise de ce type de mouvement. Le radar AN/APS-145 du Hawkeye identifia les 20 contacts en 6 secondes et les données transitèrent instantanément via le réseau Link 16 vers chaque bâtiment du groupe de frappe. Chaque écran Aegis, chaque centre de combat, chaque moniteur de passerelle dans la formation affichait la même image au même instant. 20 vedettes rapides, cap au 019, vitesse 31 nœuds et en accélération, sur une trajectoire en ligne droite directement vers le Gerald Ford. Le commandant du groupe de frappe était éveillé depuis 19 heures. Il observa la situation pendant 8 secondes avant de rendre son appréciation. Poste de combat dans toute la formation. 3 escorteurs nord avancent sur la ligne d'interception. Distance maximale par rapport au porte-avions. Et un 4e ordre auquel il penserait encore des années plus tard. Il donna instruction au Gerald Ford de poursuivre son transit. Ne pas ralentir. Ne pas manœuvrer. Continuer vers le sud à travers le détroit selon le programme prévu. Parce qu'immobiliser le plus grand porte-avions du monde au milieu du détroit d'Ormuz était précisément ce que 20 vedettes rapides fonçant vers lui à vitesse maximale auraient voulu provoquer. Les 3 escorteurs nord, le USS Meacher, le USS Bulkley et le USS Nietzsche, 3 destroyers à missiles guidés de classe Harley-Burke, formaient un mur entre la côte iranienne et le porte-avions positionné 8000 nautiques au sud. Chacun était équipé d'un canon naval Mark 45 de 127 mm, de canons automatiques Mark 38, de mitrailleuses de calibre 12,7, du système de défense rapproché Phalanx et d'une suite de combats Aegis complète. Chacun disposait d'un équipage qui s'entraînait chaque semaine à ce scénario précis depuis 7 mois. Tandis que les 3 destroyers accéléraient pas vers le nord pour rejoindre leur ligne d'interception, les officiers d'action tactique des 3 bâtiments élaboraient déjà des solutions de tir sur les 20 contacts entrants, désormais affichant 43 nœuds à l'écran radar et toujours en accélération. Des avertissements radio furent émis à 8h et 1 minute, en anglais et en farsi. Les 3 destroyers diffusaient simultanément sur les fréquences d'urgence et de pont à pont. Bâtiments navals iraniens sur trajectoire d'interception en direction du groupe de frappe du USS Gerald Ford. Vous pénétrez dans une zone d'engagement défensif. Modifiez votre cap immédiatement ou vous serez engagé avec recours à la force létale. Le message se répéta 4 fois en 90 secondes. Aucune des 20 embarcations ne modifia son cap d'un seul degré. À 8h03, les contacts atteignirent 47 nœuds. La vitesse maximale des vedettes d'attaque rapide de classe Paycap et Tondar des gardiens de la Révolution, et la formation se déploya en ligne de front sur près de 3000 nautiques du détroit. Les équipes de guerre électronique des 3 destroyers identifièrent des émissions radar actives provenant de 6 des 20 embarcations. Des radars de ciblage anti-navires, Nazérin en fonctionnement et en balayage.
6 embarcations dotées de capacités missiles, dans une formation de 20, progressant à 47 nœuds. C'était tout ce dont le commandant du groupe de frappe avait besoin. À 8h04, il autorisa l'ouverture du feu. Le USS Meacher tira le premier. Son canon Mark 45 ouvrit le feu à 8h04 et 12 secondes. Distance 7,8 milles nautiques, ciblant le centre de la ligne de front où les contacts radars étaient les plus denses. Le premier obus manqua sa cible. La solution de tir avait prévu une trajectoire rectiligne et l'embarcation visée vira brusquement à gauche au dernier instant. Une réaction instinctive de l'équipage iranien au son du tir du canon, probablement inconsciente. Le deuxième obus ne manqua pas. Il frappa la 4e embarcation à partir du centre gauche, en plein milieu du bâtiment. L'embarcation se désintégra à 7,8 milles nautiques. L'explosion apparut depuis la passerelle du Meacher comme un éclair blanc, immédiatement suivi d'une colonne noire qui s'éleva à 40 mètres avant que le vent ne la disperse. Le USS Bulkley engagea simultanément le flanc est. 2 obus. Un raté, un coup direct sur l'une des 6 embarcations armées de missiles. Le lanceur nazarin s'embrasa dans une explosion secondaire qui dispersa du carburant en feu sur un rayon de 200 mètres et enflamma 2 embarcations voisines qui naviguaient en formation serrée. 3 embarcations détruites pour un seul coup au but. Le USS Nitz prit en charge le flanc ouest. 3 obus, 2 touches. 2 embarcations supplémentaires détruites dans les 60 premières secondes de l'engagement, avant qu'une seule arme des gardiens de la Révolution n'ait été tirée en réponse. Les embarcations survivantes ne firent pas demi-tour. C'est le détail que chaque officier d'action tactique, sur chaque bâtiment de la formation, consigna dans son journal de bord dans les minutes suivant la fin de l'engagement. Pas une seule des 15 embarcations survivantes, après les 60 premières secondes de tir de canon, ne modifia son cap ni ne réduisit sa vitesse. Elles maintinrent leur route, maintinrent leur vitesse et réduisirent la distance avec l'écran de destroyer, tandis que les canons américains travaillaient méthodiquement la formation des flancs vers le centre. À 8h06, 9 embarcations avaient été détruites à des distances comprises entre 5 et 7,5 milles nautiques. Il en restait 11. Aucune n'avait encore atteint la distance à laquelle ces armes auraient été efficaces. À 8h07, les embarcations survivantes passèrent à moins de 4 milles nautiques et les canons automatiques Mark 38 des 3 destroyers ouvrirent le feu. Des obus de 25 mm à fragmentation à une cadence de 180 coups par minute par canon. 3 canons tirant simultanément sur une formation désormais étalée sur moins de 2000 nautiques d'eau. La phase de tir au canon automatique dura 90 secondes et détruisit 4 embarcations supplémentaires. L'une des 6 embarcations initialement armées de missiles avait survécu à la phase de tir au canon. Elle survécut aux 30 premières secondes de la phase au canon automatique. À 8h07 et 44 secondes, elle parvint enfin à verrouiller le ciblage sur le USS Meacher et son équipage tira les 2 missiles Nasrin simultanément. Le système Aegis suivait l'embarcation et anticipait exactement ce moment. 2 missiles SM-2 étaient déjà en vol avant que les Nasrin n'aient parcouru 500 mètres. Les 2 missiles iraniens furent détruits à 2,2 milles nautiques du Meacher. L'embarcation qui les avait tirés fut détruite 11 secondes plus tard par le feu des canons automatiques. De F. The F. Super Hornet de l'aile embarquée 8 du Gerald Ford arrivèrent au-dessus de l'engagement à 8h08, descendant de leur altitude de patrouille aérienne de combat à 6000 mètres. L'appareil de tête effectua un passage en mitraillage à 700 km/h et 60 mètres d'altitude. Son canon de 20 mm, détruisant une embarcation et en neutralisant une autre. Son ailier tira un missile, AGM-65 Maverick sur le plus grand contact restant, un bâtiment de classe Tondar qui avait miraculeusement survécu à tout ce qu'on lui avait infligé pendant 4 minutes et continuait de foncer vers le sud à 44 nœuds. Le Maverick suivit sa trajectoire parfaitement. Par tact,
L'explosion secondaire provoquée par le carburant et les munitions du bâtiment projeta des débris à 150 mètres dans les airs. À 8 h 8 minutes et 51 secondes, il ne restait plus que 3 embarcations. 2 virèrent vers le nord et s'enfuirent. La troisième ne le fit pas. La troisième embarcation était une vedette rapide de classe Paycap. Coque en fibre de verre, 2 moteurs hors bord, 2 membres d'équipage, aucun armement missile, aucune émission radar, rien à son bord que les équipes de guerre électronique avaient identifié comme une menace. Elle avait navigué au milieu de la formation pendant tout l'engagement, invisible dans le chaos de 20 contacts et de 6 embarcations armées de missiles réclamant une attention prioritaire. Tandis que les destroyers et les Super Hornets travaillaient à la formation, elle avait suivi une trajectoire la maintenant derrière des contacts plus importants, utilisant les écho-radars d'autres embarcations comme couverture. De la même manière qu'un sous-marin exploite une zone d'ombre acoustique. Lorsque la dernière embarcation armée de missiles fut détruite à 8 h 07, la formation se fragmenta. Cette unique Paycap fonça vers le sud à vitesse maximale, cap direct sur le USS Gerald Ford, pas vers les destroyers, vers le porte-avions. Le centre d'information de combat d'UNITS identifia le contact à 8 h 09. Un contact rapide isolé, cap 182, vitesse 47 nœuds, se dirigeant directement vers le Ford, à 6,1 milles nautiques du porte-avions. Le NITS vira pour intercepter, et l'hélicoptère MH-60R qui effectuait une patrouille anti-sous-marine à l'est de la formation fut immédiatement réorienté. Un missile Hellfire détruisit la vedette à 8 h 11, à 4,3 milles nautiques du Gerald Ford. La distance la plus courte qu'un bâtiment iranien ait atteinte par rapport à un porte-avions américain en 22 ans d'opération dans le Golfe. À 8 h 14, le détroit d'Ormuz brûlait dans le silence. 17 embarcations détruites. 2 en fuite. Une dernière, seule, tentant d'atteindre le porte-avions. 0 victime américaine. 0 dommage sur un bâtiment américain. Le Gerald Ford n'avait pas modifié sa route une seule fois pendant ces 9 minutes. Ses catapultes avaient lancé 2 appareils pendant l'engagement. Son équipage avait pris son petit déjeuner. Le rapport d'engagement du commandant du groupe de frappe était clinique et complet. 20 contacts hostiles engagés, 17 détruits. 2 se sont retirés. Un poursuivi isolément, détruit à 4,3 milles nautiques du porte-avions. 0 victime américaine, 0 dommage. Opération du porte-avions non affectée. L'annexe classifiée tenait en 3 paragraphes et posait des questions auxquelles le rapport d'engagement ne pouvait pas répondre. La première question était tactique. Pourquoi une ligne droite ? Les tactiques d'essaim existent précisément pour saturer les systèmes défensifs par la tromperie, le débordement et la saturation depuis plusieurs axes. 20 embarcations chargeant en ligne droite vers 3 destroyers préparés n'était pas une attaque en essaim. C'était une charge. Et chaque analyste tactique qui examina l'engagement dit la même chose indépendamment. Cette formation n'avait aucune chance réaliste d'atteindre le porte-avions. Les commandants iraniens qui l'avaient planifié le savaient. Alors pourquoi l'avoir planifié ainsi ? La deuxième question concernait la Paycap. Lorsque les plongeurs de la marine récupérèrent des débris de l'embarcation qui avait foncé vers le sud en direction du Ford, ils trouvèrent quelque chose qui ne figurait dans aucune évaluation du renseignement sur l'équipement des vedettes rapides des gardiens de la Révolution. Boulonné sous la coque, sous la ligne de flottaison, protégé dans un boîtier étanche, se trouvait un ensemble de capteurs, compacts, sophistiqués, orientés vers l'avant, en direction de là où se serait trouvé le Gerald Ford si l'embarcation avait pu s'en approcher davantage. Ce n'était pas une arme. Ce n'était pas un système de guidage missile. C'était un dispositif de collecte. Capteurs acoustiques, capteurs électromagnétiques, capteurs optiques, le type de système qu'on boulonne sur une embarcation lorsqu'on veut s'approcher le plus possible d'une cible et enregistrer tout ce qu'on peut à son sujet avant que l'embarcation ne soit détruite. La troisième question était celle à laquelle personne ne pouvait répondre. Si l'ensemble de l'attaque, 19 embarcations détruites en pleine lumière, une embarcation sacrifiée en tentant d'atteindre le porte-avions, avait été conçu pour rapprocher cet ensemble de capteurs du Gerald Ford, que cherchait-il à mesurer ?
Et ont-ils réussi à s'en approcher suffisamment pour le mesurer? 4,3 milles nautiques. L'évaluation de la marine concluait que les capteurs n'avaient pas été suffisamment proches pour collecter quoi que ce soit de significatif. Cette évaluation était classifiée au plus haut niveau, et le fait même qu'elle le soit était en soi une réponse d'une certaine nature. Parce que les choses qui n'ont définitivement pas fonctionné ne sont pas classifiées au plus haut niveau. Le Gerald Ford acheva son transit du détroit d'Ormuz selon le calendrier prévu. L'engagement fut officiellement catégorisé comme une victoire tactique américaine décisive. 17 embarcations détruites. 0 victime. Opération du porte-avions non affecté. Chaque indicateur disait la même chose. La marine américaine avait gagné complètement. Mais dans les briefings de renseignement qui suivirent, une question apparut sur une seule diapositive, présentée à chaque commandant de groupe de frappe déployé dans le Golfe dans les mois qui suivirent. Elle montrait l'icône bleue d'un porte-avions, un point rouge à 4,3 milles nautiques et 4 mots en dessous. Que mesurait-il? La note du présentateur au bas de la diapositive disait la même chose à chaque fois. Nous ne savons pas. Et jusqu'à ce que nous le sachions, supposez que la prochaine embarcation s'approchera davantage. L'eau brûla pendant 6 heures. Le Gerald Ford avait déjà franchi le détroit avant que le dernier incendie ne s'éteigne. 9 minutes, 20 embarcations, et une question qui changea pour toujours la façon dont chaque porte-avions américain opère dans le Golfe.